Bonjour et bienvenue dans cette formation Comment prendre toutes vos décisions, y compris les décisions cruciales, facilement et avec la conviction que ce sont les bonnes pour avancer vers ce que vous voulez vraiment. Tout ça sans douter, sans se torturer le cerveau et surtout sans stagner pendant des mois, voire plus. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris de quoi noter. Je vais vous proposer un chemin pour faciliter vos prises de décision tout en étant certain, certaine que ce sont les bonnes décisions pour devenir acteur ou actrice de votre vie. Ce mécanisme, vous allez l'acquérir pour toute votre vie. Alors, pour qui est cette présentation? Si vous vous retrouvez dans une de ces deux cases, c'est que vous êtes au bon endroit. La première catégorie de personnes sont les personnes qui hésitent beaucoup et souvent. Peut-être qu'elles n'ont même jamais choisi finalement par elles-mêmes ce qui les entoure en fait. Peut-être qu'elles se disent aussi ces personnes, j'ai pas le choix en fait, c'est comme ça. Il y a un peu de résignation là-dedans. Peut-être aussi que ces personnes se laissent influencer par les opinions des autres au lieu de s'écouter elles-mêmes. Peut-être aussi qu'il y a des décisions qui sont parfois impulsives quand elles sont face au mur. Et puis peut-être aussi que ces décisions sont parfois regrettées par la suite. Et puis peut-être aussi que ces personnes doutent finalement, même encore avoir pris les décisions. Après avoir pris les décisions. Si vous vous retrouvez là, clairement, vous êtes au bon endroit, cette formation est faite pour vous, vous allez apprendre énormément de choses. Deuxième catégorie, ce sont des personnes qui habituellement savent prendre leurs décisions sans trop de difficultés finalement, mais ici, là, maintenant, il y a une décision importante à prendre avec un enjeu vraiment important et il y a un blocage. Un blocage qui fait que depuis des semaines, des mois, voire peut-être même plus, la décision ne se prend pas. Pour résumer, si vous ressentez au fond de vous qu'il y a un besoin d'avancer vers quelque chose, vous vous sentez appelé, mais que vous n'osez pas vous lancer, et que vous ne vous sentez pas pleinement acteur ou actrice de votre propre vie, cette formation est faite pour vous. Vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous aider dans votre quotidien et surtout pour prendre vos ou votre décision importante. Alors, à l'inverse, pour qui n'est pas cette présentation, eh bien, si vous savez prendre vos décisions sans difficulté, ou si vous n'avez pas de grosses décisions à prendre là, maintenant, sur laquelle vous bloquez, ou alors si vous préférez suivre finalement les décisions des autres parce qu'ils ont le meilleur avis que vous et vous préférez les suivre, ou si vous ne voulez pas consacrer de temps et d'énergie à vous-même. En résumé, si vous ne souhaitez pas changer quoi que ce soit dans votre vie, je vous invite à couper de suite finalement parce que tout ça c'est OK, mais vous n'allez pas trouver de choses pertinentes dans cette formation. Donc vous pouvez couper dès maintenant et sans aucun regret. Alors pour commencer, je vais vous inviter à vous projeter, à imaginer votre vie future. À quoi ressemblerait votre vie si vous saviez prendre toutes vos décisions facilement, rapidement, et surtout avec la certitude que ce sont les bonnes décisions pour avancer vers ce que vous voulez vraiment? Quels seraient les impacts sur votre santé, sur votre bien-être, sur votre énergie, sur votre relation avec les autres, votre travail, sur le domaine financier? Qu'est-ce que ça changerait? Alors, mon objectif pour cette formation, ça va être de vous transmettre finalement les 4 plus grosses erreurs qui freinent à la prise de décision. Et puis surtout les 4 solutions clés. Tout ça pour identifier et comprendre ce qui bloque finalement à cette prise de décision, pour sortir de l'incertitude qui empêche de s'épanouir pleinement vers ce qu'on voudrait vraiment au fond de nous, pour en finir avec l'indécision, parce que finalement, ça cultive la peur et ça paralyse, sortir de la stagnation et surtout des longues hésitations. En résumé, je voudrais vous proposer un système simple et facile pour savoir de suite ce qui est bon et juste pour vous. Mon objectif ultime à travers cette formation, c'est de vous aider à transformer votre vie vers ce que vous voulez vraiment. Alors, pourquoi ce webinaire est différent? Clairement, il n'y a rien à vendre. Pas de vente de programme à la fin. Simplement, je voudrais vous proposer finalement des stratégies qui ont fonctionné pour moi et qui ont aussi fonctionné pour d'autres. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous transmettre tout ça, pour que vous puissiez vous aussi vous en inspirer et puis avancer finalement sur votre chemin de vie. Pourquoi rester jusqu'à la fin? Eh bien, clairement, on va partir des
problèmes, des 4 grands problèmes. On va les décortiquer ensemble, donc on va les analyser. Vous allez comprendre pourquoi ce sont des problèmes. Et puis surtout, on va mettre des solutions concrètes en face, en mode pratico-pratique. En parallèle à ça, à la fin, je vais vous proposer un exercice qui est à la fois rapide et simple, mais hyper révélateur. Et puis, je vous réserve aussi un petit privilège, parce que moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et si vous êtes en train de m'écouter maintenant, c'est qu'on a peut-être quelque chose à faire ensemble. Ah, hop. Alors, je vais énoncer différents points. Si vous vous retrouvez dans une ou plusieurs de ces cases, c'est que clairement, cette formation est faite pour vous et vous allez y trouver un contenu qui va vous intéresser, c'est une certitude. Si vous êtes confronté à différentes peurs, différentes angoisses même, qui vous gênent et qui vous bloquent pour passer à l'action, pour oser passer à l'action. Si vous passez beaucoup de temps à vous poser tout un tas de questions qui impactent finalement sur votre énergie, ça crée de la fatigue, peut-être de l'épuisement, des troubles du sommeil. Si vous avez l'impression d'avoir une espèce de poids là au-dessus de la tête, vous n'êtes pas tranquille. Dans le corps, ça crée aussi des tensions. Dans l'esprit, ça peut créer aussi de la mauvaise humeur, de la négativité, peut-être se sentir éparpillé, une baisse de morale, un manque de goût, de motivation, d'envie. Si vous vous sentez perdu dans une espèce de brouhaha, là, se sentir paumé finalement au point de ne plus savoir du tout ce qu'on veut, se sentir bloqué et de ne pas pouvoir avancer. Si vous sentez ce sentiment de stagnation, même peut-être l'impression de perdre votre temps, si vous vous contentez finalement de ce que vous avez, et vous le savez, je m'y suis habituée et je suis résignée, voilà, je me contente de ce que j'ai, je suis pas pleinement épanouie, mais je suis pas pour autant forcément malheureuse, mais je suis dans un espèce d'entre-deux ici, et si vous vous retrouvez là-dedans, si vous doutez aussi même, après avoir fait le choix, s'il y a encore des doutes que c'est le bon choix, c'est lié forcément à un manque de confiance. Peut-être aussi que, vous ne vous sentez pas capable de saisir les opportunités quand elles se présentent, peut-être même que vous les voyez même pas finalement. Si vous sentez que vous êtes plus spectateur finalement et ce sont les autres qui décident pour vous, il y a cette sorte de perte de contrôle, cette roue libre là, le pilote automatique qui crée de l'ennui. Cette remise en question, elle peut être constante ou à l'inverse, elle peut être vraiment cyclique. Si vous avez le sentiment de passer à côté, pardon, de quelque chose, il y a un appel interne là qui est là, mais vous n'osez pas. Tout ça, ce sont finalement des difficultés qui paralysent et qui empêchent d'avancer vers ce que l'on veut vraiment. Alors, je sais très bien ce qu'on ressent si vous êtes retrouvé dans les cases que j'ai évoquées précédemment, parce que j'ai vécu ça pendant des années. C'était mon ancien moi. La bonne nouvelle, si vous êtes reconnu dans ce que j'ai énoncé précédemment, c'est je vais vous inviter à souffler. Ne vous inquiétez pas, tout ça, ce ne sont que des symptômes. Le réel problème, c'est quoi? C'est que vous êtes coincé dans une ancienne façon de penser, une façon qui vous bloque et vous empêche d'avancer finalement. Et ça, c'est la cause. Et c'est ce que je veux qu'on aille toucher dans cette formation, qu'on aille toucher le fond du problème, c'est-à-dire la cause, pour pouvoir ensuite régler finalement. Si on traite la cause, forcément les symptômes vont disparaître avec la cause. Alors, quel contenu dans cette formation? Alors, vous allez voir finalement l'importance d'identifier ce qui est bon et juste pour vous. Vers quoi vous voulez tendre? C'est primordial et c'est la base. On commence par ça. Comprendre ce qui bloque, identifier et lever les peurs dysfonctionnelles. Vous allez comprendre l'importance de connecter l'intuition et la corréler à la réflexion. Et puis surtout, intégrer. Intégrer que c'est possible de décider rapidement et facilement. Et d'être sûr qu'on fait les bons choix. Tout ça pour pouvoir enfin oser. Vous autoriser et matérialiser l'épanouissement dans votre vie. Changer votre façon de voir le monde. Et je vous assure que c'est possible. Alors, qui je suis pour vous raconter tout ça? Je m'appelle Tiffany Chollier, j'ai 42 ans, je suis maman solo. Pendant près de 20 ans, j'étais conseillère bancaire, donc un job finalement que j'ai pas choisi, hein, il est venu à moi un peu comme ça. D'ailleurs, je suis rentrée le 11 septembre 2001, je me suis toujours dit que c'était un signe, et j'y suis restée quand même longtemps. Longtemps, mais
tout en sachant pertinemment que finalement ce job n'était pas fait pour moi, il n'était pas aligné avec qui je suis. Il n'y avait pas de sens, on me demandait de faire plein de trucs, je comprenais pas, c'était pas logique, c'était pas moi, c'était pas aligné finalement, donc je me suis beaucoup ennuyée, j'ai beaucoup galéré, et puis surtout petit à petit je suis tombée malade, malade chronique, et ça a duré vraiment des années. Puis un jour, j'ai eu un déclic. Ce déclic, il est venu par une prise record de médicaments, d'antibiotiques. En tout cas, moi, j'ai battu mon record. Euh, Là, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, mon corps est en train de me dire, stop, arrête ça. Il y a un truc qui va pas finalement. Et je me suis rendu compte que j'étais comme perdue finalement dans un océan avec les vagues qui m'emmenaient un coup à gauche, un coup à droite. Et moi, je suivais comme ça. Mais finalement, je n'étais absolument pas actrice. J'étais pleinement spectatrice de ma vie. J'étais finalement plus dans le subi que dans le vivre. Et là, j'ai décidé de mettre stop en fait et de commencer à regarder à l'intérieur de moi qui je suis vraiment et qu'est-ce que je fais finalement sur cette terre et qu'est-ce que je fais qu'est-ce que j'ai fait jusque-là et qu'est-ce que j'ai envie de faire la deuxième partie de ma vie finalement. Donc j'ai commencé par me former, ça c'était un vrai besoin. Donc j'ai commencé par la naturopathie qui m'a permis de me soigner d'ailleurs. Puis j'ai enchaîné la sophrologie, donc je suis certifiée RNCP. J'ai enchaîné sur l'iridologie, c'est une pratique que j'adore. Ça consiste à analyser l'iris, la partie colorée de l'œil. C'est une mine d'or d'informations. C'est un gros raccourci, c'est vraiment génial. Puis je me suis également formée à la pratique du tambour chamanique. À l'issue de toutes ces formations, j'ai pratiqué comme thérapeute, donc j'ai accompagné de nombreuses personnes sur de nombreux sujets, que ce soit le stress, la gestion émotionnelle, la confiance en soi, le lâcher-prise, la prise de décision, plein de sujets différents. Et vous pourrez regarder d'ailleurs sur Google en tapant mon nom et mon prénom, vous aurez accès aux différents commentaires des personnes que j'ai pu accompagner. Mais finalement, je me suis rendu compte que ce qui me tient le plus à cœur, mon leitmotiv, c'est d'aider les gens à se sentir plus juste avec eux-mêmes et plus en paix. J'ai vraiment à cœur de transmettre, partager tout ce que j'ai appris, testé et qui ont fonctionné en fait. J'ai vraiment à cœur de transmettre tout ça. Alors, je vais vous présenter du coup mon ancien monde versus mon nouveau monde, c'est-à-dire mon ancienne façon de penser par rapport à ma nouvelle façon de penser. Alors, avant, j'étais coincée dans des peurs. J'étais criblée de peurs. Je vais pas toutes les citer, mais j'en avais énormément. J'étais constamment dans l'hésitation. J'ai envie de faire ça. Ah bah ouais, mais j'y vais pas. Ah mais je peux pas de toute façon. Et je me trouvais tout un tas d'excuses finalement et je n'avançais pas. Donc j'étais vraiment dans la stagnation. La stagnation, mais pas reposante, parce que je me posais tout un tas de questions. J'étais tout le temps en train de ruminer. Et j'ai perdu beaucoup de temps. Finalement, j'ai perdu des années à rester coincée dans des situations qui n'étaient pas OK pour moi. J'étais lassée, j'étais résignée. Voilà, rien de bon finalement. Et puis, j'ai compris finalement ce qu'il fallait faire. Et ça, c'est mon nouveau monde. La première chose, c'est de définir une vision claire, un projet de vie. Qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie? Où je veux aller? On va y revenir. Puis j'ai changé finalement mes lunettes, ma façon de voir le monde. Ça, c'est vraiment les bases. C'est un peu comme les fondations d'une maison finalement. Ce qui a permis finalement d'avancer vers la suite. Donc l'équilibre émotionnel, c'est pareil, c'est hyper important. Donc ça, c'est essentiellement deux choses. C'est aller vider tout le trop-plein finalement coincé qui est issu du passé, et puis aussi comprendre les clés de fonctionnement émotionnel. Euh, les émotions, on a tendance quelquefois à dire oh non non, ça c'est pas une émotion cool, j'en veux pas, je la réprime. Mais en fait pas du tout. Quand une émotion vient à nous, elle vient nous délivrer une information primordiale, cruciale, et l'idée c'est de l'accueillir pleinement et de la vivre pleinement. Donc voilà, l'équilibre émotionnel, c'est une clé aussi. Et puis l'ouverture du cœur. Alors l'ouverture du cœur, je parle pas de l'organe, je parle vraiment de cette zone ici. Et je parle vraiment d'une ouverture d'un ressenti physique finalement qui permet d'aller connecter à notre intuition. Puis développer la confiance en soi, on peut tous le faire. Et ensuite, c'est le passage à l'action, quoi. Allez, on y va, on expérimente et on essaie. Et tout ça, je vous assure que c'est possible et c'est ce qui permet vraiment, en tout cas moi, c'est ce qui m'a permis de transformer ma vie. Et on va revenir sur pas mal de points. Allez, on y va. Les 4 plus grosses erreurs qui freinent à la prise de décision. C'est parti.
La première des erreurs, c'est ne pas savoir ce que l'on veut vraiment dans notre vie et de se laisser porter finalement par les événements, par les personnes qui nous entourent, tout en se posant tout un tas de questions. Ce que j'expliquais tout à l'heure, finalement, c'est rumination, je fais pas, j'y vais pas, bah oui, mais non, je peux pas. Enfin, quelquefois aussi, on est un peu formaté, c'est-à-dire qu'on se dit, ah bah tiens, j'aimerais bien ressembler à telle personne, ou bah ouais, mais est-ce que c'est vraiment moi? Pas sûr. La confiance en soi, quand il y a un manque de confiance aussi, bah tout ça, ça vient nourrir en fait. Et tout ça, mis bout à bout, ça crée un décalage finalement, parce que il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon et juste pour vous. Tout le monde est différent, tout le monde a des besoins différents, tout le monde a des attentes, des limites différents. Donc il n'y a que vous qui puissiez savoir. Alors, j'ai mis un petit attention ici au niveau des valeurs hautement symboliques parce que pourquoi? Quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu veux dans la vie, souvent la réponse ah moi j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'avoir de l'argent. Ouais, mais ça c'est trop vaste en fait. L'esprit il peut pas matérialiser ça. Il faut être plus précis. Je vais vous inviter vraiment moi à être beaucoup plus précis que ça. Alors, je vais refaire un petit focus sur moi pour le coup parce que ce que j'ai décrit là juste avant, c'est moi depuis toujours finalement, parce que bah, mes études, je n'ai pas vraiment choisi, hein, ça s'est fait comme ça. Mon premier job, pas choisi. Premier appart non plus, le deuxième non plus d'ailleurs. Mon entourage, bah, il y a plein de personnes finalement de mon entourage à l'époque, je n'ai pas choisi, c'est des gens qui sont venus à moi. Et tout ça, ça a créé un décalage finalement. Un décalage entre qui j'étais vraiment, mais que je connaissais pas trop, et puis ce que je faisais, mes actions du quotidien. Donc finalement, tout ça, avec les années, plus le temps passait et plus ça me pesait. Donc ça me pesait au niveau de l'esprit, donc le fait d'être plus dans le subi que dans le vivre finalement, ça me créait un espèce de brouhaha mental, ça me pesait. Ça me pesait de plus en plus. Puis surtout, j'avais ce goût amer là de privation de sens, c'est-à-dire que j'avais l'impression que ce que je faisais, ça n'avait pas de sens, c'était pas forcément juste. Et puis j'avais aussi le sentiment d'être privée de ma liberté, quoi. Et puis surtout, et c'est là où ça a été vraiment déclencheur, c'est la somatisation corporelle. J'avais toujours mal quelque part. Et puis surtout, j'étais malade chronique. Moi, j'avais des sinusites chroniques. C'était une horreur d'ailleurs. Ceux qui me connaissent bien bah, on va voir, je pense, un petit sourire quand ils vont voir le petit émoticône que j'ai mis, parce que clairement, c'était ça, quoi. J'étais tout le temps prise de la tête. C'était une horreur. Alors, la clé, c'est quoi? La clé, c'est d'intégrer que tout part de soi. Je répète, tout part de soi. Une des lois de la nature, ce qu'on appelle la loi du mentalisme, elle dit quoi? Elle dit que notre univers est une construction mentale. Notre monde extérieur est la projection, donc la représentation de notre monde intérieur. En d'autres termes, notre monde intérieur crée notre monde extérieur. Prenons l'exemple de l'arbre ici. Si ses fruits sont maigres, euh, l'idée, c'est de ne pas aller chercher une solution en externe en mettant des insecticides ou je ne sais quoi sur ses feuilles. Non, non, non. L'idée, c'est d'aller ici dans le monde invisible, dans le monde dans ses racines finalement. Pourquoi? Parce que les nutriments, c'est ici que l'arbre va les capter. C'est en se nourrissant d'une terre riche qu'il va pouvoir produire des fruits euh, juteux, sucrés, etc. Euh, tout part de l'invisible. Si on veut matérialiser des résultats dans notre vie, il faut commencer par aller nourrir nos pensées correctement. La manifestation de ce qui se passe dans notre vie est le résultat de ce qui se passe dans notre monde intérieur. Et ça, c'est la loi du succès. C'est la loi de la manifestation. Nos pensées mènent à nos émotions mènent à nos actions et nos actions mènent aux résultats. Si j'ai des pensées négatives, de toute façon, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Forcément, je vais être dans des émotions très basses, très down. Donc, mes actions, elles vont forcément s'en ressentir. Et par défaut, mon résultat aussi. Maintenant, à l'inverse, si je suis gonflée à bloc et je me dis, mais ça, je vais le faire parce que je sais que je suis capable de le faire et je vais le mener à bien, ce projet. Du coup, je suis dans des émotions beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes. Donc, mes actions vont se ressentir et mon résultat également. S'il y a un truc à retenir, c'est que les pensées sont les racines du succès. Ça, je vous invite vraiment à le noter. Tout part de nos pensées. Alors, concrètement, on fait quoi?
La première des choses, c'est de définir une vision très claire et très précise de ce que l'on veut réellement manifester dans notre vie. C'est quoi mon projet de vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie d'essayer? Avec qui j'ai envie de partager? Définir une vision claire et précise avec un processus très simple à la portée de tout le monde permet d'avoir de la clarté sur où je vais. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, connaître son grand pourquoi. Pourquoi je le fais? Ça, c'est ce qui va permettre de garder le cap et la motivation. Ensuite, il faut connaître ses priorités intrinsèques, ses priorités internes. Ça, c'est ce qui va nous nourrir, c'est ce qui va mettre des paillettes dans notre vie. Donc, c'est hyper important aussi. Ensuite, c'est de pouvoir identifier, exprimer et faire respecter ses propres besoins. Besoin de paix, besoin de rire, besoin de sens. On est tous différents et on a tous des besoins différents. Les connaître est hyper important. Et puis aussi, il faut connaître les limites qu'on peut accepter. La question magique, c'est quelle trace? Quelle trace on a envie de laisser dans ce monde? On enlèvera le T à on ici, qui n'a rien à faire là. Mais ça, c'est vraiment la question magique. Quelle trace j'ai envie de laisser dans ce monde? Pourquoi? Pourquoi il faut ça? Eh bien, c'est simple. Quand j'ai une décision à prendre, quel que soit le type de décision, que ce soit une action, un investissement, autre, il y a une question clé à se poser. Est-ce que ça me rapproche de ma vision, de mon projet de vie? Juste cette question-là. Il y a deux réponses possibles. Oui, ok, alors j'y vais. Et là, je vais être dans une énergie de joie, dans des vibrations hautes. Et si à l'inverse, la réponse est non, ça ne me rapproche pas de mon projet de vie, je vais être dans le il faut que, je dois, j'ai pas envie, mais je dois le faire. Je vous laisse imaginer le type d'énergie dans lequel ça va vous mettre. Comment peut-on faire un bon choix sans savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie? Sans savoir ce qui nous fait du bien, sans savoir ce qui est acceptable pour nous. Clairement, ce n'est pas possible. Une fois que vous avez compris cela, c'est-à-dire que nos décisions doivent être prises fonction de ce qui nous rapproche de notre projet de vie, de notre vision, eh bien, c'est gagné. Pourquoi? Gain de temps? Bah oui, forcément, je vais plus passer par des chemins où je vais louper, revenir en arrière, hésiter. Donc, gain de temps, gain en efficacité. Je vais être nourrie aussi, je vais être en joie. Forcément, ça va me porter, ça va m'inspirer, ça va me motiver. Si c'est quelque chose que j'aime faire, bah forcément, j'ai envie de le faire. Donc, l'action, elle est facile. Et puis, on va être dans des vibrations, dans des énergies qui sont hautes. Et c'est comme ça qu'on rentre finalement dans la loi de l'attraction que vous connaissez, je pense. Ah, j'aime beaucoup cette citation de Martin Luther King. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Alors, Martin Luther King, c'est un grand homme. Il a fait des choses extraordinaires. Toute sa vie, il a milité pour la paix et contre la pauvreté. Ça, c'était sa vision, c'était la trace qu'il a voulu laisser dans le monde. Il est né à Atlanta en 1929, donc 64 ans après l'abolition de l'esclavage, dans un contexte de ségrégation raciale très fort. Donc, on parle bien de séparation physique des personnes selon des critères raciaux. Et donc, il avait une vision très claire de là où il voulait aller et il a pris ses décisions en fonction de sa vision. Par exemple, le refus catégorique de soutenir un parti politique plutôt qu'un autre. Il dit clairement, je pense que quelqu'un doit rester dans une position de non-alignement afin de pouvoir regarder objectivement les deux partis et être la conscience des deux et non le serviteur ou le maître de l'autre. Clairement, il prenait ses décisions en fonction de sa vision. Et il a fait des grandes choses, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire voter différentes lois fédérales qui ont mis fin juridiquement à toute forme de ségrégation raciale sur l'ensemble des États-Unis. Il savait où il voulait aller, il croyait en lui et il prenait ses décisions fonction de sa vision. La deuxième grande erreur, c'est de vivre avec ses peurs. Oh là là, les peurs, on en a tous, mais certaines sont vraiment très très fortes. La peur du manque, la peur du regard des autres, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur d'oser se montrer, la peur de sortir de sa zone de confort, de décevoir, d'être à la hauteur, des conséquences. Il y en a énormément. Alors, on peut pas parler d'émotionnel sans parler des autres. C'est-à-dire que les peurs, ok, on va mettre un focus sur celle-ci parce que voilà, mais il faut aussi aller détoxifier finalement le trop-plein issu du passé. Colère, tristesse, honte, dégoût, etc. Tout ça, il faut aller détoxifier le trop-plein, vider la marmite émotionnelle. Voilà, c'est une parenthèse que je tenais à faire, mais il y a un procédé très simple, très rapide et très efficace pour aller vider tout ça. Et ça fait aussi partie du processus. Mais on va mettre le focus sur les peurs.
Parce que si je cohabite avec mes peurs, alors déjà, pourquoi on le fait? Clairement, on ne sait pas. Enfin, je pense que les personnes qui continuent de cohabiter avec les peurs, en tout cas moi c'était mon cas, c'est parce que je ne savais pas comment on pouvait les lever. Comment on fait concrètement quand on est terrorisé par quelque chose? Et puis aussi, il y en a certaines qui sont tellement profondes, qui viennent tellement de loin, même parfois il y en a dans l'inconscient, il y a du transgénérationnel là-dedans quelquefois. Tout ça, c'est lourd en fait, et c'est vraiment handicapant. Alors qu'est-ce qui se passe? On est dans l'excès de prudence, forcément on n'avance pas, on stagne. C'est vraiment ces peurs-là sont des freins à notre accomplissement perso. Moi, je trouve que ce sont des freins au bonheur, clairement. Ça crée des tensions dans le corps, donc au niveau des épaules, ça peut faire un poids, une boule dans le ventre. Le ventre, c'est quand même le centre de gestion émotionnelle. C'est là que naissent et résident nos émotions. Ça peut faire aussi le nœud dans la gorge. Donc au niveau corporel, il y a un vrai ressenti. Au niveau de l'esprit aussi, ça plombe, ça ronge, ça bloque notre concentration. Enfin, tout notre système nerveux en fait est contrôlé par ces peurs. Alors, la clé, c'est de conscientiser et de lever les peurs dysfonctionnelles. Alors j'insiste sur dysfonctionnelles parce que on va faire un petit focus sur la peur. La fonction première de la peur, c'est la protection. C'est d'assurer la survie de l'être humain. Pour ça, il y a deux choses. La première, c'est repousser tout ce qui est nuisible, et la deuxième, c'est rechercher tout ce qui est utile pour assurer la pérennité et l'évolution de l'être humain. Donc la peur, c'est bien une réaction naturelle face à un danger ou face à une menace qui pourrait nuire à notre intégrité. Donc elle a un rôle super important et elle doit être reconnue à sa juste valeur. Le danger, c'est quand elle devient dysfonctionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle devient paralysante et elle nous empêche d'avancer. Alors, comment on sait qu'une peur devient dysfonctionnelle? Eh bien, c'est quand elle est associée à une blessure du passé, que nous redoutons de revivre dans un futur proche ou lointain. Donc, bien souvent, il s'agit de traumatismes qui n'ont pas été nettoyés, qui n'ont pas été purgés. La bonne nouvelle, c'est qu'il est parfaitement possible de lever les peurs paralysantes. Pourquoi? Toutes les peurs fonctionnent de la même manière. C'est de voir plus d'inconvénients que d'avantages à une situation qui peut possiblement se passer, soit parce qu'on l'a déjà vécu, ou soit parce qu'on a vu quelqu'un le vivre. Et là, dans ce cas-là, en fait, notre mental, notre esprit pensant, va voir plus les inconvénients que les avantages. Et du coup, le fait de voir comme ça tous ces inconvénients, il y a une espèce de checklist là qui se fait dans le cerveau, et ça vient nourrir la peur, et on est dans cette espèce de chat qui se mord la queue, là, de cercle vicieux. Une fois qu'on a compris ça, c'est-à-dire qu'il faut identifier et lever nos peurs dysfonctionnelles, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ose, on rentre dans l'action, on expérimente, on teste, on devient moteur pour se réaliser, pour se dépasser. Et tout ça, ça crée de la satisfaction. Du coup, on est plus serein, on est dans l'accomplissement et surtout, on rentre dans le cercle vertueux. Alors, prenons un exemple. Alors, j'ai pris la peur de l'échec comme exemple parce que celui-ci, c'était ma plus grosse peur. Et je suis convaincue aujourd'hui de l'avoir vaincu parce que sinon, je ne serais pas en train de faire cette vidéo, clairement. Donc, la clé, c'est quoi pour la peur de l'échec? C'est de faire le distinguo entre un échec permanent et une défaite temporaire. Si je vois l'échec comme un échec qui est permanent, qu'est-ce qui se passe? Mon moral est brisé, ça baisse la confiance en moi, ça baisse mon enthousiasme, ma motivation. Tout tombe. Alors qu'en fait, toutes ces choses-là, ce sont les clés justement pour avancer. Et parallèlement à ça, par contre, ça va nourrir les croyances qui nous limitent en fait. Oh de toute façon, je suis nulle, de toute façon, je savais que j'y arriverais pas, et tatati, tatata. Et on se raconte tout un tas d'histoires et on vient nourrir nos croyances limitantes. À l'inverse, si je vois l'échec comme une défaite temporaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça me montre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans mon objectif ou dans mon plan. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets sur stop. J'analyse. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais chercher le cadeau. C'est quoi le cadeau derrière? Qu'est-ce que j'ai appris? C'est quoi la leçon? Qu'est-ce que je tire de cette expérience? Et quand on voit les choses comme ça, finalement, ça vient renforcer notre capacité de détermination et de persévérance. L'idée phare, c'est quoi? C'est que l'échec n'existe pas. C'est un apprentissage. Je répète, l'échec n'existe pas. C'est un apprentissage. Et ça, si vous n'avez jamais entendu cette phrase, cette notion, je vous invite à la noter là. Notez-la tout de suite, maintenant.
À l'inverse, si vous l'avez déjà entendu et que vous vous dites, ah, mais ça, je le sais déjà. Ouais, ok. Alors là, j'ai envie de remercier mon mentor du moment qui s'appelle Olivier Métral. Franchement, merci à lui. C'est lui qui m'a fait prendre conscience de ça. Quand on se dit ça, je le sais déjà. Ouais, ok. Mais est-ce que je le mets en pratique? Est-ce que j'ai les résultats souhaités de l'avoir mis en pratique? Bien souvent, quand on est dans le ça, je le sais déjà, c'est le mental qui bloque et notre ego qui veut nous protéger finalement. Euh, Posez-vous cette question. Si vous vous surprenez à dire ça, je le sais déjà. Le lien entre la peur de l'échec et la prise de décision. Clairement, premier schéma, je considère que l'échec est quelque chose de permanent. J'en ai vraiment très peur et puis je rentre dans ce processus de questionnement. Quelles sont les conséquences si je fais pas, quels sont les risques pour moi, pour l'autre. Et puis, qu'est-ce que les autres vont dire? Et si je prends la mauvaise décision, quel est l'impact, etc., etc., etc. Donc, bien souvent, on n'essaye pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la prise de décision où j'y vais, j'avance vers quelque chose. Bien souvent, on reste coincé dans j'y vais pas et je reste où je suis. Donc, je n'essaye pas. Donc, si je n'essaye pas, je n'ai pas d'action. Si je n'ai pas d'action, je n'ai pas de résultat. Et je reste dans ces émotions très négatives. Oh bah, non, j'ose pas, j'y vais pas, je suis pas capable. Et puis on culpabilise. Et puis bon, voilà, toute cette famille d'émotions finalement très 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 basse et pas terrible. Maintenant, deuxième cas de figure, deuxième schéma, j'intègre que l'échec est un apprentissage pour prendre ma décision. Donc, j'ose poser une action. Et alors, si je pose une action, j'ai forcément un résultat. Soit le résultat, il est OK, et du coup, je peux continuer à avancer sur ce chemin puisqu'il est bon, soit le résultat n'est pas bon. Si tel est le cas, je fais une pause et je fais le feedback, le retour. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux améliorer la prochaine fois? Et on rentre dans ce processus d'amélioration. La différence entre les deux systèmes est vraiment flagrante. Il y en a une où on stagne et l'autre où on avance. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends ». Très clairement, c'est vraiment tirer profit d'une expérience, que ce soit une réussite ou que ce soit un échec, ou que ce soit dur ou que ce soit facile, peu importe. Dans tous les cas, je vais tirer quelque chose de l'expérience. Et ça marche avec toutes les peurs, mon système. C'est-à-dire que euh, la peur du jugement des autres, par exemple, qui est aussi une peur assez... moi, je l'avais aussi, celle-ci, et je pense que j'étais pas la seule. J'ai envie de citer Yannick Noah. Yannick Noah, un black qui fait du tennis à un niveau professionnel dans les années 80, c'était pas gagné sur le papier. Et pourtant, il a gagné... c'était le premier en 37 ans à avoir gagné Roland-Garros en 83. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien, quoi. Et puis après ça, il s'est dit, moi, j'ai envie de chanter. Et puis, il a été énormément critiqué, jugé, et pourtant, est-ce que ça l'a empêché? Non, il a vaincu la peur des autres et il s'est dit, moi, je veux chanter et je vais chanter. Et il s'est éclaté et il l'a fait. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Je vais vous raconter l'histoire de l'âne et du puits. C'est l'histoire d'un paysan qui a un âne et qui a un puits, et puis un jour, il se rend compte que son âne est tombé dans le puits. Et puis là, il se dit, mince, l'âne est vieux, le puits, je m'en sers plus. Et il prend la décision finalement de sacrifier les deux. Du coup, il appelle des copains à lui pour l'aider finalement à jeter de la terre dans le puits pour sacrifier finalement l'âne et le puits. Et puis, donc, ses copains viennent, et puis, pelle par pelle, ils jettent comme ça de la terre dans le puits. Donc, au début, ils entendent l'âne crier, ou je sais pas comment on dit, enfin, et, euh, et puis, au bout d'un moment, ils l'entendent plus. Donc, ils passent la tête comme ça par-dessus le puits et ils observent l'âne. Et l'âne, qu'est-ce qu'il fait? Bah, à chaque fois qu'il y a la terre qui tombe sur son dos, il se secoue comme ça. Et la terre tombe au sol. Et il monte, et il monte, et il monte. Et il finit par ressortir du puits. La moralité de cette histoire, c'est que, quels que soient les problèmes que nous rencontrons et les jugements que l'on nous porte, secouons-nous, changeons de stratégie et grimpons au-dessus pour nous élever. En d'autres mots, le feedback. Comment je peux améliorer? Et je mets en place une solution. Pour conclure sur les peurs, je souhaiterais citer une seconde fois Nelson Mandela qui disait « Que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. » La troisième erreur, c'est n'écouter que le mental et ne pas écouter notre cœur quand on doit prendre une décision.
Alors, quand je parle du cœur, bien évidemment, je ne parle pas de l'organe, je parle de la zone qui se trouve juste ici. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est que dans le mental? C'est lent. Déjà, ça prend beaucoup de temps. Ça consomme énormément d'énergie parce qu'on se fait des tableaux avantages, inconvénients dans la tête ou même quelquefois sur papier. On rentre dans cette espèce de torture de cerveau, les ruminations, les cogitations, le monologue intérieur. Tout ça, ça crée un espèce de brouillard mental et ça crée une hyperexcitabilité de notre système nerveux. Ça peut nous amener jusqu'au trouble du sommeil. On se perd dans tout un tas de détails, finalement, on oublie ce qui est vraiment important. Et puis, ça peut aussi même nous faire douter une fois que la décision a été prise. Et là, ça devient dramatique parce que c'est une catastrophe quand on est là. Hein. Et puis, on risque aussi de ne jamais avoir l'autorisation du mental. Ça, on va y revenir juste après. On voit les scénarios catastrophes, finalement, et on s'angoisse pour rien. On est dans la procrastination. Alors, le mental. Le mental, c'est la bibliothèque du connu, c'est-à-dire que lui, il se réfère à ce qu'il connaît, à ce qu'il a déjà expérimenté dans le passé. Alors, comment il fonctionne? Il analyse, il décortique, il réfléchit, il veut comprendre, il s'informe, il se renseigne, il va demander un ou des avis extérieurs, il va comparer les avantages et les inconvénients. Tout ceci est OK, c'est son job et il le fait super bien. Le mental fait clairement partie du processus décisionnel et en aucun cas je dis qu'il ne faut pas l'écouter. Mais pas que. C'est ça en fait la clé. Alors, je fais un petit focus iridologie parce que j'aime beaucoup cette pratique, comme je vous disais tout à l'heure, j'y suis formée. Donc, je vous ai mis ici la photo d'un iris. Donc, on voit différents plans, la pupille. Ici, on a le plan pupillaire qui est défini, délimité par cette ligne qu'on appelle la ligne de la collerette. Et puis ici, on a le plan radial. Cette ligne de collerette ici, là, vous la voyez, elle est jaunie. Quand cette ligne est jaunie, vous pouvez, je pense, le voir, pour beaucoup d'entre vous, souvent les yeux verts, hein, on a bon, hein, on a le marqueur. Quand ce marqueur-là est dans l'iris, donc cette collerette jaunie et ou épaissie, c'est qu'on a un mental plus, un mental plus important finalement. Et le truc, c'est que le mental peut nous nourrir ou nous abîmer, mais quand on a ce marqueur avec le gros coefficient mental, il peut nous nourrir ou nous abîmer en fait. L'idée, c'est qu'il y a deux polarités. Il y a le mental supérieur. Ici, ça, c'est une grosse force. Capacité à analyser, décortiquer, comprendre. Ça, c'est vraiment une grosse force. Le danger, c'est de passer du mental supérieur et de tomber dans le mental inférieur, c'est-à-dire les ruminations, le petit vélo dans la tête, le pensée incessante. Il y a des clés pour passer du mental inférieur au mental supérieur. Alors la clé finalement c'est quoi? C'est de connecter avec notre intuition. Ce n'est pas une question de don, tout le monde peut le faire, il suffit de savoir l'écouter. Et la première chose à comprendre finalement, c'est que l'intuition, elle se trouve juste ici. L'âme, qui connaît beaucoup de choses, beaucoup de réponses, transmet les informations à notre corps par nos canaux de perception, nos 5 sens, le système qu'on appelle VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, qui sont les 3 plus fréquents, on va dire, et puis olfactif et gustatif, un petit peu moins. L'intuition, elle se trouve ici. Elle passe par nos 5 sens. Et ensuite, le corps transmet l'information à l'esprit qui analyse. L'idée, c'est de faire la différence entre comprendre les choses intellectuellement et les ressentir corporellement. Je vais vous inviter à apprendre à ressentir dans votre corps. Alors, ressentir quoi? Ressentir la joie, la vibration, l'ouverture, la lumière, quand ça rayonne, vous voyez? Et à l'inverse, quand ça se ferme, quand ça se tend, quand c'est noir. J'ai mis un petit focus sur les qualités de cœur ici, les 4 qualités de cœur. L'amour, la joie, la gratitude et la compassion. Quand on les ressent, à la place de les comprendre intellectuellement, c'est là où se fait toute la différence. Et pour être connecté à notre intuition, il est primordial de passer par le ressenti, par nos sens. Albert Einstein disait tout est énergie. C'est un peu le principe de l'aimant. L'aimant, c'est un objet dans la matière, mais qui attire des choses avec une force qu'on ne voit pas. Et pourtant, elle est bien réelle. On l'a vu tout à l'heure, nos pensées, elles fonctionnent pareil. Plus je pense positivement, plus je vais attirer du positif. C'est le principe de cette loi de l'attraction qu'on ne voit pas, qui n'est pas palpable et qui pourtant est bien réelle. Et bien avec l'intuition, finalement, c'est la même chose.
Il disait aussi, l'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur, donc l'esprit pensant, et oublié le don, donc l'intuition. Alors, Albert Einstein s'est servi énormément de son intuition pour faire toutes les découvertes qu'il a faites. Quand il était jeune, il utilisait beaucoup son imagination de manière très libre et il passait beaucoup de temps à faire des rêves éveillés. Il a aussi dit, l'intuition est la seule chose qui vaille au monde. En fait, l'intuition, c'est une voie qui mène aux idées et aux découvertes. Et elle a plein de bonnes informations aussi à nous délivrer pour prendre des décisions justes pour nous. Donc, c'est vraiment dommage d'être coupé de notre intuition. Et la finalité, c'est quoi? C'est que l'idée, c'est vraiment d'aller la corréler notre intuition à notre réflexion, dans le sens où la réflexion est au service de l'intuition. L'intuition, on l'a vu tout à l'heure, elle passe par notre corps, par nos sens. Elle est vraiment dans le domaine de l'inconscient. Et ne sous-estimons pas la puissance de notre inconscient. Digestion, respiration, par exemple, tout ça, ça se passe dans l'inconscient. Ce sont des fonctions vitales qui sont primordiales, donc ne le sous-estimons pas. La réflexion, lui, à l'inverse, il est dans le conscient, donc ça passe par notre cerveau, notre esprit pensant, nos pensées. Un exemple. Si je veux choisir une stratégie, je vais utiliser mon intuition. Si je veux élaborer une stratégie pour aller à un objectif, je vais utiliser ma réflexion. Les deux sont alliés. Une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, de mettre ma réflexion au service de mon intuition, il y a un gain de temps. Forcément, on crée des raccourcis puisque on sait tout de suite ce qui est bon et juste. Donc, on ne passe pas par tous les chemins de traverse avec les loupés, etc. Donc, gain d'énergie, on est dans la certitude, on ne doute pas après que la décision soit prise puisque on est confiant, on est apaisé, on est motivé, on est dans ce cercle vertueux. L'ouverture du cœur. Alors ça, j'ai envie d'en parler. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, donc de cette zone ici, de pouvoir l'ouvrir, ressentir à l'intérieur. J'ai eu la chance de recevoir ce cadeau lors d'une de mes pratiques et je suis appelée à le transmettre. C'est quelque chose finalement qui est très simple, mais qui est hyper puissant pour savoir ce qui est bon pour soi, ce qui est juste et pour prendre nos décisions. La quatrième erreur, c'est de négliger la confiance, l'estime et l'amour de soi. Alors, je mets les trois ensemble parce que pour moi, les trois s'imbriquent et c'est pas OK de les dissocier. La confiance en soi, c'est très extérieur. C'est ce que je fais. C'est mon carburant pour agir, pour décider, pour faire valoir mes droits, mes envies, pour oser faire les choses, pour croire en mes capacités, en mon potentiel, dans mes qualités, dans mes valeurs, dans mes possibilités. L'estime, à l'inverse, c'est très intérieur. C'est ce que je suis. Je me valorise, je me dévalorise pas. C'est identifier et reconnaître ce qu'on vaut. C'est apprécier, c'est une espèce d'évaluation personnelle finalement, reconnaître nos qualités, nos goûts, nos opinions, se plaire, avoir une vision positive de soi. Et l'amour de soi, c'est plus un comportement de soi à soi. Aimer son corps, aimer sa personnalité, aimer son destin. C'est aussi des petites choses comme s'autoriser l'imperfection pour lâcher finalement la pression et le jugement. C'est aussi s'octroyer de la bienveillance. Un exemple tout bête, on se cogne. Ah bah zut, quelle andouille, je me suis encore cognée. Non, non. Attention, la manière dont on se parle. Je me cogne. Je me suis cognée. Bon bah c'est pas très grave. Je ferai attention la prochaine fois. Vous voyez la différence entre ah quelle andouille et ah bah je ferai attention la prochaine fois avec un petit geste tendre pour soi-même. Vous voyez la différence, elle est flagrante et elle est marquante. Bah, tout ça, ce sont des petits réflexes à acquérir. Alors, quand on n'a pas confiance en soi, quand on manque d'estime pour soi et d'amour pour soi-même, qu'est-ce qui se passe? Bah, on se dévalorise sur tous les plans. On est dans l'inaction, on n'ose pas, du coup, on est dans cette espèce de procrastination qui peut aussi nous faire culpabiliser, ça peut créer un mal-être général. On a cette sensation de perte de sens, on se sent perdu, on ne sait plus vraiment finalement quels sont nos besoins, nos rêves, nos attentes, etc. On peut être aussi dans la nervosité, l'anxiété, à l'extrême, la dépression, l'isolement social. On peut tomber vraiment dans un cercle vicieux. Alors j'aime beaucoup cette phrase. Je suis la personne la plus importante de toute ma vie. Alors je prends soin de moi. Ça n'a rien à voir avec des notions d'égoïsme, d'égocentrisme, de narcissisme ou autre. Non, pas du tout.
Prenez les consignes de sécurité d'un avion. En cas de dépressurisation de la cabine, un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène. Placez-le sur votre visage. Une fois votre masque ajusté, il vous est possible d'aider d'autres personnes. Et ouais, imaginons on est avec notre enfant, ce qu'on va voir, le premier réflexe, ça veut dire je le mets tout de suite à mon enfant. Oui, mais sur l'intervalle, il y a un truc. Si sur l'intervalle, il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas le temps de vous le mettre à vous, clairement, ben, il ira pas loin, le pauvre petit, quoi. L'idée, c'est vraiment, vous le mettez, vous êtes en mesure de pouvoir l'aider ensuite. Vous voyez? Alors la question, c'est comment? Comment on peut améliorer la confiance, l'estime et l'amour de soi-même? Eh bien, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. La première des choses, déjà, c'est ne pas s'oublier, ne pas se passer au dernier plan. Attention aussi à l'auto-sabotage, ne vous punissez pas. Parlez-vous correctement, ce que j'expliquais tout à l'heure, l'exemple quand on se cogne, par exemple. Prenez le temps d'identifier et de casser toutes ces croyances qui vous limitent. Je vous assure qu'il y a des procédés qui fonctionnent très très bien pour ça. Prenez soin de votre corps, prenez soin de vos pensées et prenez soin de vos émotions. Apaiser le stress quand il est à un niveau trop élevé, sur une durée trop élevée. Bien faire le distinguo entre le bon stress, celui qui est moteur, et puis le stress qui devient finalement chronique et qui n'est pas OK. Il y a des techniques aussi pour apaiser tout ça. Adopter aussi la technique des petits pas, le step by step. Et ouais, si je veux monter un mur, bah, je vais pas mettre un mur comme ça d'un coup. Non, je vais mettre une brique, puis une autre, et ainsi de suite. Et puis, je vais prendre le temps aussi de me féliciter pour chaque brique que j'ai posée pour monter mon mur. Vous voyez? On stoppe aussi. Stopper les comparaisons. Ça n'amène rien de bon. Se comparer autrui, c'est jamais quelque chose de positif. Ça va plutôt nous dévaloriser. Ah bah lui, il a fait ça, mais moi, j'y arrive pas. Ah voilà, allez. Donc, transformer les pensées négatives en pensées positives, ça aussi c'est possible. Puis faites des inventaires, les qualités, vos réussites, tout ce qui vous a rendu fier, que vous avez mené à bien dans votre vie. Et puis acceptez vos imperfections, acceptez que la perfection n'existe pas. Là aussi, typiquement, je suis un exemple parce que j'ai vu qu'il restait quelques coquilles ici dans mes slides. Il y a quelques temps en arrière, j'aurais passé des jours, voire des semaines à relire, corriger, changer les typos, les petites images, les machins, les trucs. Non, c'est OK, le fond est bon. La forme est bien moins importante finalement que le fond. Acceptez l'imperfection. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un arbre qui est couvert de petites feuilles aiguës, donc un peu épineuses comme ça, qui est dans une forêt. Puis cet arbre est un peu déçu parce que finalement jamais personne vient le voir parce que ses feuilles elles piquent. Puis un jour il se dit mince, j'en ai marre, j'aimerais bien avoir des belles feuilles dorées, allez des feuilles en or. Et puis il fait le vœu d'avoir des feuilles en or comme ça, il y pense très 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 fort. Et puis la nuit se passe et le matin il se réveille et waouh, il est couvert de feuilles d'or. Il est super content, il brille et tout, donc la journée se passe. Puis il y a un homme qui arrive et il repère très vite l'arbre couvert de feuilles d'or, et là, il lui coupe toutes ses feuilles. L'arbre, il est un peu déçu, il se dit, bah mince, je suis tout nu, c'est pas ok, je peux pas rester comme ça. Ah, je sais, je vais demander des feuilles en verre. Comme ça, je brillerai également. Donc pareil, il fait son vœu, la nuit se passe, le lendemain matin, il se réveille, et là, waouh, couvert, toutes ses feuilles sont en verre, il brille, c'est magnifique, il est content. Mais le temps se gâte. Euh, le ciel commence à noircir, et puis l'orage arrive, et puis l'orage éclate. Et il brise toutes ses feuilles en verre. Et là, on se dit, mince, qu'est-ce que je pourrais demander? Ah, je sais, je vais demander des belles feuilles vertes, bien parfumées. Il fait son vœu, et le lendemain matin, il se réveille, et il a des magnifiques feuilles vertes, bien parfumées. Et là, une chèvre arrive, et elle est attirée par l'odeur de ces feuilles vertes. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle commence à manger toutes ces feuilles. La moralité de cette histoire, je pense que vous l'avez déjà comprise. Aimons-nous tels que nous sommes. Concentrons-nous sur nos forces au lieu de nous concentrer sur nos faiblesses. Concentrons-nous sur ce que nous avons au lieu de ce qui nous manque. Un des secrets de l'épanouissement et du bonheur, c'est d'être heureux avec ce qu'on a et qui nous sommes. Une fois qu'on a compris et intégré ceci, donc nous aimer et croire en nous, on a une vision claire et réaliste sur nos capacités. Donc on peut croire dans nos capacités, donc ça crée une meilleure stabilité émotionnelle, on n'est plus dans l'effet yo-yo là comme ça. Du coup, on a plus de facilité à atteindre nos objectifs,
C'est bénéfique du coup pour notre santé mentale, ça favorise du coup la prise de décision, ça augmente notre résilience, ça provoque la réussite et on est une nouvelle fois dans le cercle vertueux. Si on fait un zoom maintenant entre le lien donc, de la prise de la décision et la confiance en soi, il y a 2 schémas. Si ma confiance en moi n'est pas optimum, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir tendance à revenir sur une décision qui a déjà été prise. On va chercher des éléments pour confirmer, pour se rassurer qu'on a pris la bonne décision. Et puis, on va avoir beaucoup plus de difficultés à rentrer dans l'action. Maintenant, si à l'inverse, j'ai boosté ma confiance et j'ai confiance en moi, je m'estime, je m'aime et j'y vais parce que je sais que je suis capable, eh bien, on ne reviendra pas sur la décision qui a été prise. Cette décision, elle va être porteuse. On va y aller avec du courage, avec une bonne énergie. En gros, voilà, ça change la donne, ça change tout. Avancer vers nos projets, avancer vers ce qu'on veut, avec de la confiance pour soi et de la confiance pour les décisions qu'on a prises pour avancer vers cette vision, change tout, toute l'énergie, toutes les vibrations, toute la motivation, toute l'envie. Alors, pour conclure, je souhaiterais citer le Dalai Lama. Il a dit: là où règne force intérieure et confiance en soi, disparaissent méfiance, peur et doute. Alors, que faut-il retenir de cette formation? Les 4 points. 1. Avoir une vision très claire et très précise de là où on veut aller, de ce qu'on veut manifester dans notre vie, de notre vision, notre projet de vie. 2. Identifier et lever toutes nos peurs dysfonctionnelles puisqu'elles nous paralysent. 3. Ouvrir la zone du cœur pour aller connecter avec notre intuition et la mettre en corrélation avec notre réflexion. 4. Développer la confiance, l'estime et l'amour de soi. Tout ça pour créer finalement un automatisme, pour savoir de suite ce qui est bon et ce qui est juste pour soi, pour se sentir plus juste, plus léger, plus aligné et plus certain. Alors, je vous propose un petit résumé. J'ai appelé ça le système du losange décisionnel. 4 étapes pour avoir une décision certaine et juste. Première chose, ma vision, savoir où je vais. Deuxième chose, lever mes blocages, connecter avec mon intuition et la corréler avec la réflexion et avoir confiance en moi. Tout ça permet de prendre des décisions certaines et justes pour soi. Maintenant, vous avez un premier choix à faire. L'option numéro 1, c'est d'essayer de faire tout ça seul. Alors, c'est ce que j'ai fait à titre perso. J'ai passé beaucoup de temps et j'ai dépensé beaucoup d'énergie. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir me mettre sur pause là professionnellement dans mon ancien job qui me convenait pas. Donc, le temps, je l'avais. Ce qui m'a permis d'expérimenter plein de choses, des choses qui marchent que j'ai retenues, des choses qui marchent pas trop et que j'ai éliminées. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est faisable en tout cas. La deuxième option, c'est de se faire accompagner pour tester un système qui a déjà fait ses preuves. C'est ce que j'ai fini par faire sur la fin de mon parcours parce que finalement, j'avais des blocages que je n'arrivais pas à lever. Et puis, se faire accompagner, ça veut dire finalement de bénéficier de l'expertise de quelqu'un qui a vécu ça et qui connaît les clés, qui connaît les erreurs et les pièges. Et c'est un vrai gain de temps et d'efficacité. D'ailleurs, le dénominateur commun de toutes les personnes qui réussissent sont les personnes qui se font accompagner parce qu'elles gagnent du temps et elles gagnent de la clarté. Et c'est là où il faut faire la différence entre une dépense et un investissement. Quand on se fait accompagner, c'est un investissement sur soi, puisqu'il y a un retour, il y a toujours un retour. On apprend des choses et on déverrouille, on décoince des choses. Donc là est vraiment la différence entre une dépense pour acheter quelque chose, X ou Y, et un investissement où je vais avoir un retour. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'un privilège offert. Eh bien, je vous offre mon temps, mon énergie et mon expertise. J'ai prévu au cours des prochains jours de vous réserver du temps pour vous parler de vive voix au téléphone et voir si je peux vous aider à développer votre capacité à prendre des décisions. Je vous offre donc un coaching d'1 heure. Habituellement, je valorise mon temps de travail à 50 € la séance, la consultation. Ici, je vous l'offre avec 3 objectifs. Le premier, c'est d'apporter de la clarté par rapport à votre situation, faire un état des lieux, finalement pour identifier et bien analyser vos challenges actuels et puis définir votre cadre de vie idéal.
Dans un deuxième temps, l'idée, c'est vraiment d'évaluer votre potentiel à atteindre votre résultat souhaité et puis ensuite de déterminer les étapes précises pour atteindre votre objectif le plus rapidement possible, c'est-à-dire définir un plan d'action concret. Hop. Alors ça, je vous l'offre de bon cœur et je m'engage aussi personnellement à ce que ce soit l'heure la plus transformationnelle du début de votre nouvelle vie. Je vous assure que vous ne regretterez pas de consacrer ce temps avec moi au téléphone. À l'issue du diagnostic, si je me rends compte que vous faites partie des personnes que je peux aider et que je sens en vous cette flamme intérieure qui annonce que vous êtes prêt, prête à vous transformer de l'intérieur, alors je vous inviterai à faire partie de mes clientes. Si ce n'est pas le cas, alors je vous dirigerai vers une ressource ou une personne qui pourra vous faire progresser tout de même. Alors pourquoi je fais ça? Moi, ce que je veux voir dans ce monde, c'est 5 choses. Plus de justesse, plus de sens, plus de joie, plus de paix et plus de magie. Quand je dis de la magie, c'est la magie de la vie, quoi. Et puis surtout, j'ai envie de démontrer que tout est possible. Je me suis lancé le défi d'aider 500 personnes à passer un cap de vie. Pourquoi? Parce que ça fait sens avec moi avant. Si j'y suis parvenue, il n'y a pas de raison finalement que vous n'y arriviez pas. Et puis surtout, j'ai à cœur de partager ce que j'ai appris et ce qui fonctionne. Alors n'attendez pas. Mon système ne peut générer que 12 créneaux d'appel dans les 5 prochains jours. Donc, si vous sentez là maintenant que vous devez passer à un niveau supérieur et que tout ce que je vous ai dit, ça résonne à l'intérieur de vous, allez-y, cliquez sur le bouton, prenez rendez-vous, réservez un créneau. Alors, vous verrez, il y a un petit questionnaire, il est hyper important de le remplir, ce formulaire, parce que c'est ce qui va me permettre d'optimiser notre temps ensemble au téléphone, ce qui va me permettre de préparer l'appel. Prendre des décisions, c'est bien. Prendre les bonnes, c'est mieux. Moi, je vous invite vraiment à réserver votre créneau maintenant. Je répète, c'est totalement gratuit. Vous n'avez strictement rien à perdre à prendre ce rendez-vous téléphonique avec moi. Et si vous doutez encore à réserver ce coaching gratuit, je vous invite à faire ce petit exercice dont je vous parlais tout à l'heure. Mettez cette vidéo sur pause, là, maintenant. Placez-vous devant un miroir. Fermez les yeux. Respirez bien profondément pendant quelques fois. Puis ouvrez les yeux. Et observez votre visage. Et laissez venir à vous vos premières pensées. Écoutez-les attentivement. Notez-les même. Vous verrez, elles sont très révélatrices. Eh bien, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous dis à bientôt par téléphone et je vous souhaite une belle journée.